Bonsoir Gilbert. Merci d'être intervenu à notre université d'été de 2025. Et donc, Gilbert est un militant d'origine libanaise euh, depuis de longues années. Il a milité longtemps au Liban et depuis plusieurs décennies, il est professeur universitaire à l'école d'études orientales de Londres. Et donc, il connaît très bien la réalité du Moyen-Orient, de la Palestine, du Liban et de tout le Moyen-Orient. Donc, bienvenue Gilbert et à Franco Turigliatto qui avec moi va entretenir Gilbert dans cette interview. À Franco Turigliatto pour la première question à Gilbert. Salut Gilbert, da circa 2 anni la pluridecennale politica colonialista e razzista del governo israeliano si è trasformata in un'operazione apertamente genocida, strumentalizzando lo shock determinato nell'opinione pubblica internazionale dall'azione di Hamas del 7 ottobre 2000. Di 2 anni fa. Puoi darci un quadro riassuntivo di quanto accade oggi in Medio Oriente, a partire ovviamente dalle vicende palestinesi e dal genocidio, che è il tema drammatico, spaventoso, genocidio perpetrato dallo Stato di Israele, anche pensando che sono trascorsi 15 anni dalle straordinarie primavere arabe, ma anche considerando che nel Medio Oriente non c'è solo il genocidio palestinese di Gaza, la nuova Nakba, ma si sono prodotti anche numerosi altri sommovimenti. Citiamo solo la caduta di Assad in Siria e il movimento Donne, Vite e Libertà in Iran. Quali sono le scelte politiche dei diversi governi arabi e quale grado di solidarietà popolare con i palestinesi in questi paesi? Quindi la prima domanda è un po' un quadro generale di quel che avviene in Palestina e nel Medio Oriente. Sì, claro. Bien, je crois que, alors d'abord, bon, salutations à toutes et à tous. C'est bien de partir de ce qui s'est passé il y a maintenant 15 ans, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'était, comme on sait, un grand soulèvement populaire qui a une onde de choc révolutionnaire, on peut dire, qui a ébranlé toute la région avec des soulèvements majeurs dans 6 pays de la région en 2011, n'est-ce pas? C'était parti de Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen, le Bahreïn et la Syrie. Donc, c'était vraiment une onde de choc régional, pas un événement isolé, qui était l'expression ou le résultat d'une crise profonde de nature fondamentalement socio-économique, mais qui bien sûr se traduit aussi en crise politique, de sociétés bloquées ou d'économies bloquées, avec un chômage des jeunes qui n'avait pas cessé de croître, d'augmenter depuis quelques décennies, jusqu'à atteindre le point d'ébullition. Donc, l'onde de choc de 2011 était le produit d'une crise structurelle profonde que j'ai analysée dans l'ouvrage que j'ai consacré à ces événements, dont le titre est Le peuple veut, qui n'a malheureusement pas été traduit en italien. Et
Là, on trouve l'analyse socio-économique de ce qui a produit cette onde de choc, avec une conclusion à partir de l'analyse qui était que, eh bien, la région était rentrée dorénavant dans une période prolongée d'instabilité, dans une crise prolongée, que toute idée de la possibilité d'un retour à la stabilité despotique, c'était une stabilité despotique, qui existait avant 2011, hein, il y a eu à peu près 30 ans de stabilité despotique dans la région, eh bien, l'idée d'un retour pur et simple à ce type de situation devait être exclue à cause de la crise structurelle, et que tant que cette crise structurelle ne trouverait pas une solution progressiste, un véritable déblocage par un changement progressiste, eh bien, la région était vouée à rester en crise et à connaître de plus en plus de turbulences, si l'on peut dire, voire même des tragédies. Hein. On est un peu, bon, sans prendre les deux extrêmes de socialisme ou barbarie, on est un peu dans un schéma de ce type, c'est-à-dire soit sortie de crise progressiste, soit crise permanente et même tragique, tragédie. Et bon, ce pronostic sur l'impossibilité de retour à une stabilité telle qu'elle existait avant 2011 s'est confirmé, hein, mais malheureusement pas sur le volet progressiste, mais sur le volet de la crise. C'est-à-dire que depuis 2011, effectivement, on est dans une région qui est profondément en crise. C'est peut-être la région, l'ensemble géopolitique du monde qui est le plus secoué par des crises, surtout au Moyen-Orient, dans l'Orient, la partie orientale du monde arabe, où on a eu, mais aussi, bon, Soudan. Donc, si l'on regarde ce qui s'est passé depuis, malgré une deuxième vague, une deuxième onde de choc plus limitée mais importante en 2019 avec 4 pays, l'Algérie, le Soudan, le Liban, l'Irak, ça fait un total de 10 pays, c'est-à-dire la moitié des pays de la région ont connu des soulèvements. Imagine que la moitié des pays de l'Europe, hein, connaissent des soulèvements populaires majeurs. Donc il faut prendre la mesure de ce que ça représente, c'est énorme. Mais malheureusement, ces soulèvements ont tous été, je veux dire, l'objet de retournement, de défaite, de montée de la réaction. Et bon, on a eu des guerres civiles en Libye, en Syrie, puis au Yémen, puis au Soudan. Hein, il y a maintenant au Soudan, ça fait, on est face à une guerre absolument atroce et une crise humanitaire qui est considérée comme la plus grave du monde. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, hein. Gaza, c'est absolument tragique, mais le Soudan, c'est également très, très tragique. Et du point de vue du nombre, évidemment, le Soudan, c'est beaucoup plus grand. La population, enfin le pays et la population sont beaucoup plus grands que l'enclave de Gaza. Donc, on est dans cette situation-là de profonde instabilité, de crise, de tragédie, de guerre civile. Et
devant l'échec des deux vagues successives, il n'y a pas eu comment dire, de relève qui puisse être à la tête, qui puisse se mettre à la tête d'une troisième onde de choc avec des résultats plus positifs cette fois-ci. On n'a pas, il y a eu au contraire une démoralisation dans la région. Une démoralisation à cause des défaites subies par toutes ces expériences qui sont nombreuses. La dernière défaite, c'est le retournement de la Tunisie, qui était le seul pays qui, depuis 2011, avait gardé des acquis démocratiques. Et ces acquis démocratiques ont été complètement sabordés par le président actuel, Kais Saïd, qui a fait une sorte de coup d'État, comme on dit, un auto-coup d'État, hein, mais enfin un coup d'État contre les institutions démocratiques du pays, qui a dissous le Parlement, qui s'est emparé de toutes les rênes du pouvoir et qui dirige le pays comme un despote, quoi. Enfin, bon. Donc, des défaites, une accumulation de défaites démoralisant, qui explique par exemple que un pays comme l'Égypte, qui sous la dictature de Sisi, qui est la pire des dictatures que ce pays a connues dans l'ère moderne, hein, la violence de la répression, les 60 000 prisonniers politiques qu'il y a dans le pays, bon, sont assez terribles. Il y a un climat de terreur dans ce pays-là. Et cette dictature de Sisi a appliqué les directives du Fonds monétaire international de la manière la plus radicale par rapport à tous les gouvernements précédents. Et ça a entraîné une très forte hausse des prix des denrées alimentaires en particulier, une dévaluation de la monnaie très forte de la monnaie nationale. Les niveaux de vie de la grande majorité des Égyptiens et des Égyptiennes ont chuté très fortement. Et pourtant, il n'y a pas eu, contrairement à tout ce qui s'était passé par le passé, depuis l'époque de Sadat, quand Sadat avait essayé d'augmenter le prix du pain, il y avait eu des émeutes. Il avait dû revenir sur sa décision. Les années 80, les politiques du FMI ont entraîné dans plusieurs pays, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, des soulèvements, des émeutes populaires contre les politiques de suppression des subventions aux produits de première nécessité. Eh bien, tout cela, aujourd'hui, bon, on voit que même dans un pays comme l'Égypte, le pays le plus peuplé de la région, les gens subissent sans pouvoir, sans oser se révolter, sans oser manifester en masse. Il y a des tentatives, mais elles n'aboutissent pas. C'est la répression, bien sûr, mais c'est aussi, surtout, la démoralisation. C'est l'absence d'alternative. C'est-à-dire que le problème qui se pose au niveau de la région, c'est qu'il y a eu des soulèvements, il y a eu des crises, mais comme nous savons, les crises sans qu'il y ait des alternatives faites à remplacer l'ancien régime, eh bien, les crises peuvent aboutir ou aboutissent à des défaites, voire même à des tragédies, comme on a pu le voir. Donc, c'est la situation de la région dans son ensemble, et c'est dans ce contexte que la guerre génocidaire qui est en cours à Gaza s'est déroulée. Je veux dire que
ce contexte explique la faiblesse de la réaction populaire dans la région arabe à ce qui se passe à Gaza. En d'autres temps, il y aurait eu des mouvements de solidarité populaire beaucoup plus importants que ce qu'on a pu voir maintenant. On a vu très peu. Et les gouvernements répriment. Tout récemment, le gouvernement égyptien empêche toutes les tentatives, par exemple, de faire des caravanes ou quoi que ce soit à partir du territoire égyptien vers Gaza. Et bon, on est donc dans un climat régional qui est un climat qui aujourd'hui, pour l'instant, un climat de défaite. Est-ce que ça veut dire que on va revenir finalement à cette stabilité despotique qui existait auparavant? Eh bien, toujours pas, parce que la crise, le blocage socio-économique, le chômage des jeunes, tous ces indices-là, tous ces éléments-là sont toujours présents et ils s'aggravent. Donc, on est devant une situation qui est aussi une situation de crise permanente, qui, tôt ou tard, va aboutir à des explosions sociales, de nouvelles explosions sociales, parce qu'il y a une limite à ce que les gens peuvent supporter, peuvent tolérer. Mais enfin, il faut être conscient du fait que il est très difficile de renverser des régimes pareils, qui sont des régimes très répressifs, des régimes qui se sont construits des bases sociopolitiques au fil des décennies. Et je peux prendre là l'exemple d'un autre pays de la région, qui n'est pas un pays arabe, mais qui fait partie de la région, qui est l'Iran. Bien, le mouvement, le dernier en date des mouvements populaires en Iran, le mouvement des femmes, était très important, mais il succédait à plusieurs vagues de protestations et d'émeutes sur des questions sociales aussi. Mais enfin, il est clair que il n'y a pas de direction possible, il n'y a pas d'alternative organisée dans le pays qui puisse renverser ce régime, le régime iranien. C'est un régime qui, lui aussi, plus que les autres même, s'est construit une base sociale et sociopolitique en utilisant y compris les revenus du pétrole, mais il s'est construit une forte base sociopolitique. Il repose sur un appareil idéologique, ce qui le rend plus fort que les autres régimes de la région, qui eux, n'ont pas véritablement de base idéologique. Il y a un appareil militaire propre au régime, étroitement lié au régime, qui s'appelle les gardiens de la Révolution. Et donc, enfin, il faut comprendre que il peut y avoir beaucoup de soulèvements populaires, mais ils finissent par être réprimés de manière très violente, très dure, comme on l'a vu à chaque fois. L'Iran, eh bien, je crois que pour les 6 premiers mois de l'année, il y a eu plus de 600 exécutions, 675, quelque chose comme 675 exécutions, si je me rappelle le chiffre. C'est terrible. Terrible, ça veut dire que en moyenne, c'est quoi? C'est 4 personnes exécutées par jour. C'est terrible. Et on parle de lynchage, hein, de pendaison, enfin, c'est terrible. Donc, on est face à des situations extrêmement difficiles et pour lesquelles il faudrait des organisations vraiment aguerries, très, très fortes, très capables. Et malheureusement, ça manque largement. C'est aussi un produit de la défaite mondiale de la gauche. Hein, l'écroulement de la gauche du XXe siècle, le contre-modèle stalinien, enfin bon, le fait que n'a pas succédé à ce modèle
une véritable nouvelle gauche. Jusqu'ici, il y a une faiblesse de l'alternative qui est évidente et qui d'ailleurs a ouvert le terrain devant cette montée du néofascisme à l'échelle mondiale, qu'on voit partout, bien sûr en Italie. C'était un des premiers pays à voir cette montée avec Salvini et la Liga et tout cela. Mais on voit maintenant à l'échelle mondiale et ce néofascisme qui est arrivé au pouvoir, même aux États-Unis. Enfin, bon. Donc, voilà, la région, elle fait partie de, eh bien, de cet ensemble, mais disons à un niveau encore plus dramatique que le reste du monde, pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Donc, cette région a été révélatrice en 2011 eh bien, des limites, des changements apportés par le néolibéralisme et de la protestation sociale contre ces changements. 2011, dans le monde arabe, ce qu'on appelait le printemps arabe, a ouvert la voie à d'autres mouvements en Espagne, en Grèce, aux États-Unis et ailleurs, et c'est devenu une sorte de boule de neige à un moment donné. Mais bon, avec le même problème partout, l'absence d'organisation capable de canaliser la protestation sociale vers un changement radical. C'est bon, ce qui manque à l'échelle mondiale de la manière la plus claire. Hein, pour sans faire dans le dogmatisme, mais enfin, on est dans une situation qui rappelle, bon, sans qu'il y ait une guerre mondiale, et encore, avec tout ce qui se passe autour de l'Ukraine et de tous les bruits de bots et tout ce qu'on dit sur le recours à l'arme nucléaire, on n'est pas à l'abri d'une guerre mondiale, mais enfin, ce qui était dit à la veille de la Deuxième Guerre mondiale sur le fait que la crise de l'humanité est d'abord la crise de la direction révolutionnaire, hein, c'est le fameux texte du programme de transition de fondation de la 4e internationale, c'est à l'époque de Trotsky. Eh bien, ça s'applique aujourd'hui de manière au moins aussi claire. Hein. On est véritablement devant une crise à l'échelle mondiale et dans un contexte qui est en un sens plus tragique parce que là, il y a le changement climatique, hein, lui est beaucoup plus difficilement réversible que même une guerre mondiale. Hein. Et bon, donc voilà, c'est un peu dans ce contexte tragique que survient le génocide de Gaza. Donc on va en parler plus en détail, mais là, c'est également un produit d'une évolution qui s'inscrit tout à fait dans le contexte que j'ai précisé, que j'ai décrit, avec la dérive vers l'extrême droite de la société et du gouvernement israélien, la mise en place d'une coalition entre néofascistes et néo-nazis. Hein, c'est en fait ce qu'il y a, c'est-à-dire c'est un des gouvernements, sinon le gouvernement le plus à droite du monde aujourd'hui, le gouvernement israélien. C'est pas seulement des néofascistes, les néofascistes de Netanyahou qui rentrent un peu dans la catégorie du néofascisme en général, mais il est en coalition avec des néo-nazis, au véritable sens du terme, c'est-à-dire de l'extrême droite la plus dure, qui est ouvertement raciste, ouvertement génocidaire, ouvertement qui appelle ouvertement à l'épuration ethnique. Et ce gouvernement, eh bien, s'est trouvé confronté à l'occasion donnée par le Hamas, l'opération du 7 octobre,
de se lancer dans une guerre génocidaire qui en est presque à la fin de sa deuxième année. Enfin, dans quelques semaines, ça bouclera les 2 ans avec un bilan absolument incroyable. Voilà, donc disons que c'est une expression particulièrement tragique de la crise mondiale qu'on a dans cette partie du monde. Voilà. Sì, dunque tu hai già anticipato alcuni elementi e ora possiamo venire più specificatamente alla vicenda di Gaza e della Cisgiordania. Ti chiediamo di entrare un po' più nel merito degli obiettivi del governo israeliano, non solo del governo, ma più complessivamente dello Stato sionista oggi diciamo, nel secondo decennio degli anni 2000. E in quale misura questi obiettivi, gli obiettivi di Netanyahu, ma anche più complessivamente di Israele, coincidono oppure hanno qualche contraddizione con le scelte delle altre potenze occidentali, naturalmente in primo luogo degli Stati Uniti di Donald Trump, ma anche dell'Unione Europea. Oui, alors, je crois que le gouvernement israélien lui-même, le gouvernement actuel, n'avait pas d'idée claire sur l'aboutissement de la guerre qu'il a lancée. Bon, c'est une guerre donc, qui est lancée en réaction à l'opération du 7 octobre que le Hamas avait menée, qui, à mon sens, est une opération catastrophique. C'est un mauvais calcul absolument catastrophique. Ça montre à quel point cette organisation n'a pas de rationalité, de véritable rationalité politique. Et ils ont saisi, donc le gouvernement israélien a saisi l'occasion pour réoccuper la bande de Gaza. Ça, là-dessus, il y a un consensus dans le gouvernement israélien sur la réoccupation de la bande de Gaza. Ce gouvernement israélien, toutes les composantes de ce gouvernement avaient protesté fortement contre le retrait israélien de la bande de Gaza qui avait été opéré par un précédent gouvernement israélien sous la direction d'Ariel Sharon, celui qui avait présidé à l'invasion du Liban, celui qui avait présidé au massacre de Sabra et Shatila en 1982. Bon, ce même Sharon avait décidé en 2005 de retirer l'armée de la bande de Gaza sous pression des militaires qui bien pensaient que le coût du contrôle à l'intérieur de la bande de Gaza était trop élevé et que finalement, il serait mieux pour Israël de contrôler ce territoire de l'extérieur plutôt que de rester à l'intérieur. Et donc, il y a eu ce retrait israélien en 2005 de la bande de Gaza. Et bon, toute une partie donc, de fait, l'extrême droite israélienne avait fortement protesté contre ce retrait. Alors, ça comprend toutes les composantes du gouvernement israélien actuel, y compris Netanyahou, qui était à l'époque ministre dans le gouvernement de Sharon et qui avait démissionné en protestation contre ce retrait de Gaza. Donc, l'opération du 7 octobre leur donne l'occasion de réoccuper la bande de Gaza. Ils envoient l'armée et comme cette armée ne prend pas de risque, elle n'est pas disposée à payer un prix en vie humaine de soldats israéliens, le corollaire, c'est de maximiser les pertes de vie
du côté palestinien, c'est-à-dire détruire, n'est-ce pas, détruire Gaza. On est dans de Carthago appliqué à Gaza, et cette destruction massive est ce qui explique ce résultat génocidaire, parce que quand on détruit de la manière qu'ils l'ont fait, avec des bombes, d'énormes bombes, avec une énorme puissance explosive, fournie par les États-Unis, bien sûr, eh bien, dans un territoire qui est un des territoires les plus densément peuplés du monde, une des densités de population les plus élevées du monde, Gaza, eh bien, le résultat, il est forcément génocidaire. Et c'est ce qu'ils ont fait, en même temps poussant la population, sous prétexte d'épargner les vies humaines, il forçait les gens à quitter une zone après l'autre de Gaza, en commençant par le nord. Bien, mais c'était aussi dans le but, en tout cas certainement pour l'extrême droite israélienne, de préparer l'expulsion des Palestiniens vers le territoire égyptien. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été poussés vers le sud. L'invasion a commencé par le nord, vers le sud, c'est-à-dire vers la frontière égyptienne. Cette expulsion a été bloquée par le refus de l'Égypte. Et également, je dirais, là il y a une pression des États-Unis. Les États-Unis ont compris que s'il y a un déplacement massif en dehors de la bande de Gaza de la population vers l'Égypte, cela créerait une énorme crise régionale et donc menacerait de ce point de vue la stabilité régionale et les intérêts des États-Unis. Alors, c'est ce qui les a empêchés d'expulser jusqu'ici une grande partie de la population. Il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté, ceux qui ont pu. Il y a une sorte de sélection sociale. Ceux qui ont un peu d'argent ont pu payer pour franchir la frontière du côté de l'Égypte. Mais enfin, c'est une minorité de peut-être 100 à 200 000 personnes, tandis que le gros de la population restait bloqué dans la bande de Gaza et déplacé d'une zone à une autre dans des conditions effroyables, avec en plus, comme on a pu le voir maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle tout le monde condamne la faim à Gaza, mais la faim n'est pas nouvelle. Ça fait depuis le début que l'aide humanitaire rentre au compte-gouttes dans la bande de Gaza, sauf pendant les 2 périodes de trêve qu'il y a eu. Mais en dehors de cela, l'aide humanitaire qui rentre dans le secteur, dans la bande de Gaza, est loin de suffire aux besoins de la population. Bon, bref, donc, ils se sont lancés dans cette opération, mais avec plusieurs scénarios possibles pour la fin de la guerre. Et là-dessus, ils n'avaient pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Comme on peut le voir aujourd'hui avec les dissensions au sein du gouvernement, qui n'ont pas arrêté d'ailleurs depuis le début. Il y avait eu une sorte de coalition élargie après le 7 octobre, puis cette coalition élargie s'est rétrécie de nouveau avec le départ de Gantz, qui est retourné dans l'opposition, qui avait rejoint le gouvernement après le 7 octobre, qui était retourné dans l'opposition. Et puis, les tiraillements entre Netanyahou et entre surtout ses ministres néo-nazis, entre eux et l'armée, enfin le commandement de l'armée. Donc, on voit qu'il n'y a pas de véritable consensus
parmi eux sur le scénario final, si vous voulez. Maintenant, on voit l'émergence d'une sorte de scénario qui est un peu ce que Netanyahou a préparé par ses récentes déclarations et qui semble être ce que les États-Unis négocient avec les États arabes, avec les Saoudiens, et puis directement comme négociateur avec l'Égypte et le Qatar, qui sont les intermédiaires entre le Hamas et les États-Unis et Israël. On voit se dessiner un scénario qui est celui de eh bien d'une reproduction à Gaza du modèle de la Cisjordanie, en quelque sorte, c'est-à-dire des enclaves, une ou deux enclaves peuplées de Palestiniens, l'armée israélienne présente dans le reste du territoire, dans les couloirs stratégiques pour le contrôle du territoire, pour également ouvrir la voie à la colonisation, n'est-ce pas, comme il se passe en Cisjordanie. Et ces enclaves, Netanyahou a dit elles seront gouvernées par une autorité palestinienne qui n'est pas celle de Mahmoud Abbas et qui n'est pas le Hamas, et l'ordre serait assuré dans ces enclaves peuplées par des forces arabes. Ça, c'est ce qu'a déclaré Netanyahou. Mais ça, ce scénario, en fait, il est en discussion depuis peu de temps après le 7 octobre. Les Émirats arabes unis, en particulier, ont activement négocié ce scénario où des forces marocaines, égyptiennes et des Émirats arabes unis, c'est les trois pays qui ont été cités dans le scénario, pénétreraient à Gaza pour prendre le contrôle de la population avec l'armée israélienne présente dans les couloirs stratégiques. C'est le genre de scénario qui va être négocié. C'est probablement ce que les États-Unis vont essayer d'imposer à toutes les parties. Ça veut dire que les États arabes vont devoir accepter un tel scénario, bien qu'il contredise leur position officielle d'exigence du retrait total de l'armée israélienne de la bande de Gaza et mise au pouvoir à Gaza de l'autorité de Ramallah, de l'autorité de Mahmoud Abbas. Bon, alors là-dessus, c'est les points de désaccord. Je crois que les États-Unis vont aller dans le sens israélien, dans le sens aussi que les Émirats arabes unis sont prêts, ont préparé une direction palestinienne de rechange à Gaza qui soit liée aux Israéliens, aux Émiratis, à tout cela, qui est une sorte de, comment dire, de chargé de pouvoir par l'occupation, qui est une sorte je veux dire, on utilise le terme de Bantoustan, mais en fait, c'est pire que des Bantoustans, que ce qui est prévu. Même les Bantoustans en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, avaient plus d'autonomie que l'autorité palestinienne de Ramallah, et
certainement plus que ce qui est prévu pour Gaza. Donc, bon, ce sont un peu les contours du scénario vers lequel on s'achemine, avec l'hypocrisie de fait épuration ethnique à laquelle on va donner l'allure de départ volontaire, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets. Hein. C'est ce que du côté israélien ils disent, c'est-à-dire que nous allons ouvrir les portes pour que tous ceux qui veulent partir puissent le faire. Et on sait qu'il y a eu des négociations intensives et même une société chargée d'étudier le dossier du transfert des Palestiniens de Gaza à d'autres territoires. Alors, une de ces alternatives, c'est la Somalie, le Somaliland. Donc, l'idée, ça serait de dire, bon, maintenant, enfin, une fois que la situation se calme, on va proposer à ceux des Palestiniens qui veulent partir de partir. Il y aura peut-être même un financement de cela, c'est-à-dire des promesses d'argent à ceux qui veulent partir. Donc, une diminution de la population, mais dans tous les cas de figure, le scénario que l'ultra-droite israélienne souhaite, celui de l'expulsion pure et simple, n'est pas possible, parce que même les États-Unis auraient du mal à absorber cela. Non pas que Trump soit opposé, il a lui-même fait allusion à ce genre de scénario, mais c'est parce que les États arabes, les monarchies pétrolières du Golfe, elles ne pourraient pas tolérer une telle situation qui serait extrêmement dangereuse pour elles. Et comme Trump enfin, au-delà même de ses intérêts, des intérêts des États-Unis, même ses intérêts personnels et ceux de sa famille sont très forts avec les pays du Golfe, eh bien, c'est une limite. Donc, je crois que voilà, c'est un peu ce sont là les contours du scénario qui se dessine pour l'après-guerre à Gaza. Alors, bien sûr, avec fin du Hamas, désarmement de la bande de Gaza, bon, tout cela va sans dire pour les Israéliens. Évidemment, il est hors de question, que le Hamas persiste dans son rôle et que deux, qu'il reste une force armée autre que celle qui sera créée sous l'égide d'Israël. In Italia, Gilbert, in questi ultimi giorni in particolare, è stato molto sottolineato la contraddizione che ci sarebbe tra il governo di estrema destra di Netanyahu e i partiti della destra e un'opposizione interna democratica israeliana. Ecco, volevamo capire un po' di più di quanto hai già detto rispetto al panorama politico israeliano. Esiste questa opposizione democratica interna? Quali posizioni sono presenti nelle varie organizzazioni sioniste? E naturalmente aggiungo, questa era forse la domanda successiva, ma è strettamente collegata, esiste un'opposizione democratica di sinistra non razzista e non sionista? Esiste ancora oggi in Israele? Malheureusement, la réponse n'est pas encourageante, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il existe toujours une opposition même anti-sioniste en Israël, mais elle est minime. Elle est absolument minime. C'est réduit à quelques individus. L'opposition non sioniste ou anti-sioniste la plus importante en Israël, ce sont les Arabes israéliens. C'est-à-dire, bon, ils sont
20% de la population, c'est-à-dire les Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne, les Palestiniens qui étaient restés sur le territoire en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, les Palestiniens qui n'avaient pas fui ou qui n'avaient pas été expulsés et qui donc sont restés et auxquels on a accordé la citoyenneté. Bon, eh bien, ceux-là, ils font à peu près 20% de la population. Une majorité de ceux-là sont évidemment antisionistes, au sens d'être opposés à ce qui est la pierre angulaire du sionisme, l'idée de l'État juif, qui les exclut, n'est-ce pas? Bon. Donc, ça, c'est l'opposition la plus importante. Dans cette opposition, il y a le Parti communiste, hein, bon, qui est donc un des plus anciens partis communistes de la région, qui a une grande majorité d'Arabes, mais qui a aussi bon, des membres juifs même, y compris un député juif qui s'est vu exclure du Parlement tout récemment. Bon, c'est la principale opposition qu'on peut qualifier d'antisioniste au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire opposé à l'idée de l'État, enfin l'idéologie de l'État défini éthiquement de l'État juif, qui serait donc pour un État égalitaire pour tous les citoyens et qui est pour les droits les autres droits des Palestiniens. Donc, mais dans la société judéo-israélienne, il n'y a qu'une toute petite minorité qui adhère à ce type de perspective. C'est une toute petite minorité. L'opposition officielle israélienne, elle est d'abord, elle n'est pas antisioniste, ça c'est clair. Elle n'a jamais prétendu l'être, mais elle n'est même pas véritablement pour une solution pacifique à ce qui se passe. Elle ne s'oppose pas à la guerre en cours, elle s'oppose à la politique de Netanyahou. Elle pense qu'il faut prioriser les accords pour la libération des otages, hein, bon, ce qu'ils appellent les otages, mais sans renoncer aux buts fondamentaux de la guerre. Pour reprendre un terme d'un révolutionnaire, d'un Israélien qui est mort, qui s'est suicidé il y a très longtemps, Elie Lobel, qui avait dit en Israël, il n'y a pas des faucons et des colombes, il y a des faucons et des vautours. Voilà. Et ça résume bien. Ça résume tout à fait ce qu'il y a aujourd'hui dans le gros, c'est-à-dire dans les forces politiques dominantes judéo-israéliennes. Elles sont divisées entre faucons et vautours, pas entre faucons et colombes. Voilà, donc, alors ça aussi, il faut dire que il y a une dialectique entre la société judéo-israélienne et ce qui se passe du côté palestinien. Au meilleur moment c'est-à-dire le moment, disons, le plus avancé, le plus progressiste de la lutte populaire palestinienne, c'était en 1988 avec l'intifada, la première intifada. Eh bien, à cette époque, cette intifada qui était un vrai soulèvement populaire massif en Cisjordanie, à Gaza, dans les territoires occupés en 1967, eh bien, cela avait créé une profonde crise morale dans la société israélienne. Bon, y compris, bon, il
une opposition de masse à la continuation de l'occupation, qui était une opposition véritable, anti-occupation, y compris tout un pan de l'intelligentsia israélienne qui évoluait dans le sens d'un dépassement du sionisme. L'épisode des nouveaux historiens, comme on l'a dit, qui ont remis en cause l'origine même, le récit sioniste sur l'origine de l'État d'Israël, qui ont montré la vérité sur ce qui s'était passé. Donc, tout cela existait. Mais finalement, il y a eu une double défaite, c'est-à-dire quand la direction de l'OLP a pris le contrôle du mouvement pour s'orienter vers la négociation sous l'égide des États-Unis et puis ensuite la négociation directe avec le gouvernement israélien d'Yitzhak Rabin au début des années 90, qui aboutit aux accords d'Oslo, 1993, eh bien, il y a eu à cette époque-là des espoirs par rapport à l'évolution des choses, sauf que quelques années après, eh bien, les provocations ont abouti et l'extension des colonies en Cisjordanie ont créé de nouveau une situation explosive qui, avec une provocation délibérée de Sharon, que j'ai déjà citée, et qui par cette provocation, en l'an 2000, a pu gagner les élections l'année d'après, eh bien, on est tombé dans ce qui a été appelé la deuxième intifada, sauf que, contrairement à la première, c'était pas un mouvement populaire, c'était des affrontements armés dans lesquels la police palestinienne mise en place avec des armements légers par les Israéliens eux-mêmes dans le cadre des accords d'Oslo, eh bien, a utilisé ces armes dans l'affrontement avec les troupes israéliennes. Et tout cela a complètement détérioré le climat. Avant cela, il y a aussi la série des attentats suicides qui enveniment la situation. Donc, il y a une dégradation du climat politique et qui fait que le potentiel progressiste des années 80 s'est progressivement affaibli dans les années 90 et au tournant du siècle, on est rentré dans une nouvelle dérive vers la droite de la société israélienne, vers la droite et l'extrême droite jusqu'au gouvernement actuel, donc que j'ai déjà décrit. Voilà la situation. Et parallèlement, donc c'est pour ça que je disais qu'il y a une dialectique entre les deux. Parallèlement, on a une évolution également très inquiétante dans la scène palestinienne, avec une autorité palestinienne à Ramallah qui est de plus en plus inféodée, qui est de plus en plus une autorité de collaboration avec l'occupation, sous Mahmoud Abbas, bien plus que sous Arafat. C'était déjà ça en principe sous Arafat, mais enfin, il avait des limites lui-même dans ce domaine. Il n'y a pas de limite sous Mahmoud Abbas. Ce qui ne signifie pas qu'il c'est-à-dire que pour Netanyahou et l'extrême droite israélienne, même Mahmoud Abbas, c'est quelqu'un d'intolérable parce que ce dont ils ne veulent pas, ce qu'ils voulaient essayer d'empêcher, c'est cette idée d'État palestinien qui est au cœur un peu du processus d'Oslo. Même si c'est un État bidon, un État croupion, un État comme le gouvernement de Pétain en France, de Vichy.
C'est ça le sens des accords d'Oslo. Mais même ça, pour l'extrême droite israélienne, ce n'est pas acceptable. Bon, bref, il y a eu ça d'un côté, et puis de l'autre côté, eh bien, le Hamas qui a pris de l'ampleur, qui gagne les élections en 2006, et puis en 2007, il y a l'affrontement entre le Hamas et l'OLP, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, et la scission entre Gaza et la Cisjordanie. Et Gaza, depuis 2007, est sous contrôle et sous gouvernement du Hamas. Le Hamas est une organisation intégriste religieuse. C'est une organisation donc d'extrême droite, en un sens, c'est une organisation réactionnaire sur le plan social, sur le plan politique. Évidemment, elle est anti-israélienne, mais même le contenu de son opposition à Israël n'est pas un contenu progressiste, au sens où la vision religieuse de tout cela est une vision réactionnaire. Le fait que nous devons nous battre pour une Palestine islamique en tant que musulmans contre les juifs, c'est pas du tout une vision progressiste. Même si le fond de la lutte est juste, la cause est juste, se battre contre la colonisation, contre l'occupation, mais on peut donner à une lutte juste, qui est objectivement juste, un contenu idéologique qui est réactionnaire. Et c'est le cas. Et donc, il y a cette dialectique qui fait que, bon, pour l'instant, dans la région aussi, ça n'échappe pas donc à ce tableau que je brosse depuis le début, qui est un tableau qu'on pourrait trouver pessimiste, mais il ne l'est pas. Au sens où c'est la réalité devant laquelle nous sommes. Et comme du temps où Gramsci était dans la prison de Mussolini, eh bien, nous sommes plus que jamais dans une période où on a besoin de la combinaison entre le pessimisme de la raison, si vous voulez, et l'optimisme de la volonté. C'est exactement ce type de situation. Comme lui, il avait dans les années 30 face au fascisme, nous sommes aujourd'hui à l'échelle mondiale face à cette montée du néofascisme, à une situation extrêmement dangereuse à l'échelle mondiale, face à laquelle il ne sert à rien de se créer des scénarios irréalistes, optimistes, et qui d'ailleurs aboutissent à la démoralisation. Il est beaucoup plus indiqué d'être clair, je veux dire même d'être réaliste, ce qui suppose d'être pessimiste aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a, mais en même temps avec l'optimisme de la volonté, c'est-à-dire l'espoir de pouvoir changer les choses et la volonté de se battre pour changer les choses. Voilà. Bene, o meglio male, tu hai già parlato e ti sei già soffermato sulla involuzione della resistenza palestinese, quello che è cambiato dalla prima intifada di 40 anni fa e la situazione del 7 ottobre e di questi ultimi 2 anni di guerra. Come tu giustamente hai aggiunto il concetto del pessimismo e dell'ottimismo. Ci sono all'interno del panorama, in particolare palestinese, ma più in generale all'interno del Medio Oriente, diciamo, elementi che possono alimentare anche il nostro ottimismo della volontà, cioè soggetti che coscientemente, diciamo, escono da questa impostazione reazionaria e che possono dare spazio a una visione internazionalista diversa, quella che tu anche hai evocato, cioè una soluzione che non può essere quella dei 2 stati, che sarebbe una soluzione con dei Bantustan per di più in versione
peggiorata, ma diciamo una prospettiva internazionalista come quella che noi, anche i nostri compagni socialisti del Medio Oriente hanno pensato nel corso dei decenni, di una prospettiva appunto di un Medio Oriente laico, al di là delle divisioni etniche e religiose. Cioè ci sono soggetti che vanno in questa direzione. Oui, bien. Donc, aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais qu'il existe même l'embryon de cela. Il n'y a pas donc de place pour un quelconque optimisme aujourd'hui. Mais je fais une distinction qui me semble importante entre l'optimisme et l'espoir. C'est pas la même chose. L'optimisme, c'est la croyance que le meilleur va arriver. L'espoir, c'est l'idée qu'il y a un potentiel de changement et donc qu'il est possible, même si c'est théoriquement, qu'il est possible de changer les choses. Et l'espoir, si vous voulez, entre le pessimisme de la raison, entre la fameuse formule que Gramsci avait reprise d'ailleurs, elle ne vient pas de lui à l'origine, mais entre la fameuse formule du pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté, entre les deux, il y a un maillon qui manque dans la formule, qui est l'espoir. Parce que l'optimisme de la volonté, il a besoin d'espoir. Hein? Il a besoin d'espoir pour agir. Et l'espoir, à mon sens, aujourd'hui, il est représenté par, malgré les défaites, par la progression, par exemple, si l'on prend la région arabe, la progression qu'il y a pu y avoir entre la vague populaire, la vague de soulèvement de 2011, la vague révolutionnaire de 2011 et celle de 2019. On a vu au Soudan en particulier l'émergence d'une forme d'organisation, d'une forme de lutte des jeunes en particulier qui était la plus avancée qu'a connue la région. Le mouvement populaire soudanais a eu comme fer de lance une organisation horizontale, hein, de base, de comités de base, si l'on peut dire, qui s'appelaient les comités de résistance, qui sont essentiellement des jeunes, qui ont regroupé des dizaines de milliers de jeunes dans le pays, qui fonctionnaient de manière horizontale et même presque horizontaliste, c'est-à-dire qu'ils refusaient d'avoir une direction centralisée, ils faisaient plutôt de la coordination en utilisant les moyens technologiques, le Facebook et tout cela, les réseaux sociaux. Mais c'est eux qui ont été le fer de lance du mouvement au Soudan, qui ont résisté au coup d'État et qui ont mis en échec, en quelque sorte, le coup d'État dans ce pays et qui étaient en train de continuer la lutte. Et ce qui s'est passé au Soudan, c'est pas une défaite du mouvement populaire par l'armée. Ce qui s'est passé au Soudan, c'est autre chose. C'est l'armée qui se scinde et qui rentre c'est-à-dire les forces armées qui entrent en guerre une partie contre l'autre. Et c'est ça qui a absolument étouffé la situation. Donc ce n'était pas une défaite du mouvement populaire, mais un scénario tout à fait différent, mais dont le résultat n'empêche et que le pays s'est enfoncé dans une situation absolument tragique et donc a été renvoyé en arrière, si vous voulez, de manière très forte. Et avec aujourd'hui
de grandes questions sur l'avenir du pays, sur sa réunification ou pas, ou alors sa fragmentation. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que il y a des avancées sur le plan quand même des luttes sociales. Et on peut le voir aussi à l'échelle mondiale, c'est-à-dire on a le néofascisme au pouvoir aux États-Unis, mais on a en même temps une montée de base de la jeunesse. On a eu le mouvement Black Lives Matter, qui était un mouvement impressionnant. Il y a eu des millions de gens, des millions, qui sont manifestés avec le mouvement Black Lives Matter, qui aussi était un mouvement horizontal, un peu comparable à ce qu'a connu le Soudan. Il y a quand on voit aujourd'hui, bon, il y a eu la campagne de 2016, ce qui était remarquable, c'était Bernie Sanders, c'était le fait que, bon, un politicien qui se revendique ouvertement du socialisme, dans un pays où socialisme et communisme, c'est la même chose, hein, le terme aux États-Unis est considéré comme équivalent de communisme en Italie, eh bien, un dirigeant qui se revendique de cela est soutenu par des millions de jeunes. On voit aujourd'hui à New York le candidat démocrate Mamdani, qui fait partie de la gauche du Parti démocrate. On voit cette poussée de la gauche du Parti démocrate. Donc, il y a des éléments qui permettent d'espérer. Et donc, dans la région aussi, on peut espérer que, bon, avec la crise qui continue, il y aura des rebondissements. On peut aussi espérer que, eh bien, la profondeur de la tragédie de ce génocide à Gaza fasse réfléchir la société palestinienne, hein, pour tirer les leçons de cette tragédie. Et bon, on peut espérer voir l'émergence d'une force progressiste palestinienne qui s'appuierait aussi sur les Palestiniens de l'intérieur, ceux dont j'ai parlé, de la société, enfin des Palestiniens qui appartiennent à l'État, qui ont la citoyenneté israélienne. Donc, bon, il y a une place à l'espoir, et c'est donc cet espoir-là qui permet donc eh bien, de s'armer de l'optimisme, de la volonté. Mais voilà, c'est un potentiel. Aujourd'hui, il faut surtout réfléchir, eh bien, aux alternatives, essayer de dessiner une voie différente, essayer vraiment de tirer les leçons je crois que ça n'a pas été complètement fait encore, de l'échec dramatique de la gauche du XXe siècle. Et en vraiment réfléchissant à un nouveau modèle pour une gauche du XXIe siècle, dont on voit des éléments avec les mouvements dont j'ai parlé, cette soif de démocratie de la jeunesse. Aujourd'hui, la démocratie, l'horizontalisme, si vous voulez, comme forme organisationnelle, s'impose. La jeunesse ne tolère, aujourd'hui, tolère mal l'embrigadement et le caudillisme appliqué à l'organisation politique. Et malheureusement, bon, une partie de la gauche, y compris en Europe, hein, n'est pas sortie de ce modèle-là. Mais si on veut une gauche durable et qui puisse eh bien, dessiner un avenir différent dans le siècle actuel,
il faudra qu'émerge une gauche adaptée à ce siècle, au XXIe siècle, qui s'adapte y compris aux technologies du XXIe siècle, qui permettent des formes d'organisation très différentes de celles d'il y a un siècle. Qu'il y ait toujours des organisations d'extrême gauche pour qui le modèle russe d'il y a un siècle est la référence suprême, c'est une absurdité. C'est même pas matérialiste, si vous voulez, parce que avec un matérialisme de base, on comprend qu'il y a des rapports entre les techniques, la technologie et l'organisation, et que des différentes techniques et des différentes technologies permettent des types d'organisation différentes. Donc, c'est tout cela qu'il faut repenser. Et bon, ce qui se passe au Moyen-Orient en particulier est une illustration particulièrement tragique de cette impasse historique actuelle, mais en même temps, donc, comme je l'ai dit avec le cas du Soudan, on voit même dans cette région bon, l'émergence de ce potentiel qui donne un espoir pour l'avenir. Scusa un attimo Franco, solo volevo dire una battuta. Quindi tu pensi che a Gramsci occorre aggiungere Ernst Bloch e diciamo, un nuovo modo di organizzare la sinistra in questa nostra nuova epoca? Je pense qu'il serait utile qu'il y ait un jugement aussi et aussi les tâches du mouvement de solidarité au niveau international, parce que a été un aspect très important positif de la mobilisation internationale au soutien de la Palestine. Mais c'est une question pas seulement palestinienne ou israélienne, mais c'est une question internationale. Et c'est partie aussi de la reconstruction, je pense, d'une gauche. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison de soulever cette question. C'est-à-dire que dans l'énorme tragédie de Gaza, dans ce génocide absolument abominable, enfin, les images qui nous parviennent, c'est le premier génocide télévisé de l'histoire. Première fois qu'on voit en direct un génocide se dérouler sous nos yeux. Mais dans cette horreur, le seul élément positif, c'est que ça a suscité une indignation de plus en plus grande à l'échelle mondiale, notamment chez les jeunes aussi, la croissance du mouvement de solidarité avec les Palestiniens et, je dirais de façon très importante pour l'avenir, pour la région, un changement très important au niveau, dans les États-Unis eux-mêmes, mais au niveau de la jeunesse. On a vu ce mouvement dans les universités qui était remarquable, et en particulier chez les jeunes juifs américains. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, les sondages le montrent, la jeunesse américaine d'origine juive est de plus en plus critique de l'État d'Israël. Et ça, c'est par exemple une source d'espoir pour l'avenir. Parce que autant aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient ressemble à une dialectique infernale, à une sorte de spirale infernale, autant le changement qui se passe à l'échelle de la nouvelle génération des juifs non israéliens, c'est-à-dire parmi les juifs du monde, et en particulier donc ceux des États-Unis, qui est le pays qui a le plus d'influence sur Israël, eh bien, ça, c'est un facteur d'espoir, certainement pour l'avenir. C'est un facteur d'espoir important et ça pourrait jouer un rôle important dans une redéfinition, des données politiques dans la région. Il faudra que aussi il y ait enfin, donc des évolutions de part et d'autre, du côté judéo-israélien, du côté arabe-palestinien, mais
bon, dans le passé, dans les années 80, on a connu donc une donnée politique qui était très différente. Ça montre qu'il y avait autre chose de possible. Malheureusement, ça s'était soldé par un échec, mais l'espoir reste que ça puisse reprendre sur d'autres bases, sur des bases plus fortes. Et donc, bon, ce mouvement de solidarité, effectivement, est une autre source d'espoir, pas seulement à l'échelle mondiale, mais je veux dire pour la région elle-même, pour le Moyen-Orient lui-même. Bene, è stato tutto molto, molto interessante. Naturalmente, Gilbert, noi ti ringraziamo e speriamo di averti di nuovo ospite in nuove occasioni, magari più, diciamo, più ottimistiche, più piene di speranza di quelle che è del contesto che accompagna questa intervista di oggi. Ti ringraziamo di nuovo, ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro e naturalmente buon lavoro anche nella costruzione della solidarietà con la resistenza palestinese, con il popolo palestinese, come hai fatto durante tutti questi anni.